François Bouet, bienvenue derrière ce micro. Bonjour. Plaisir de vous retrouver pour des éclairages sur les mécanismes de santé publique. Je rappelle aux auditrices et aux auditeurs que vous êtes professeur de médecine interne à l'université Paris-Saclay. Vous êtes spécialisé en immunohématologie, expert en santé publique, membre de la commission d'autorisation de mise sur le marché des médicaments, de la commission de transparence pour fixer les prix des médicaments. Vous en avez parlé la dernière fois. Vous avez aussi été membre du Haut Conseil de santé publique et un des rapporteurs du plan cancer. Et aussi, je précise que vous avez été directeur du département de médecine générale de l'université Paris-Saclay. Donc c'est à tous ces titres que vous avez proposé d'intervenir. Alors, pour les auditrices et les auditeurs qui n'ont pas pu entendre la dernière émission, ils pourront la retrouver en podcast sur le site de la radio. Vous avez déjà abordé plusieurs sujets essentiels autour de la santé publique. François Bouet, j'aimerais que vous nous parliez des déserts médicaux, parce que ça, c'est quelque chose qui concerne l'Hexagone. Est-ce que vous pouvez nous parler du contexte et qu'est-ce qui fait qu'on en est arrivé là? Et est-ce que vous voyez les choses évoluer, en fait? Alors, les déserts médicaux, c'est le fait qu'il y a de moins en moins de médecins dans certains endroits, c'est-à-dire que l'accès aux médecins, en particulier les médecins généralistes, devient de plus en plus difficile. Donc ça voudrait dire qu'il y a moins de médecins qu'avant. Alors oui et non. C'est-à-dire que depuis 1971, on a limité le nombre de médecins qu'on allait former. De façon très très drastique par un concours. La raison initialement est peu avouable, puisqu'on s'est dit moins on aura de médecins, moins on dépensera d'argent. Ce qui est d'une bêtise absolument considérable comme raisonnement. L'autre raisonnement était aussi lié au milieu médical, qui disait moins on aura de petits copains, plus on pourra gagner d'argent. Bon, ça, faut pas le dire, mais c'était effectivement un des autres motifs de diminuer le nombre de médecins. Le résultat a été catastrophique, pas seulement pour les pauvres candidats qui essayaient de passer le concours. J'ai eu le plaisir d'être le premier concours de médecine. J'ai eu aussi, heureusement, le plaisir de le réussir, mais c'était pas donné. Donc voilà, en 1971, on diminue le nombre de médecins. Évidemment, comme c'est à peu près une bonne dizaine d'années pour former les médecins, on s'est aperçu de la catastrophe 10, 15 ans, 20 ans plus tard. Donc tout ça pour dire que déjà le coût de la médecine était un enjeu à l'époque. Au bout d'un certain temps, on a commencé à s'apercevoir que ça allait poser problème. En fait, ce qui se passe, c'est que effectivement, il y a une baisse de la densité médicale, mais les chiffres bruts de tous les médecins ont un peu baissé, mais pas tant que ça. En fait, c'est la répartition des médecins en France qui se diminue. D'accord. De plus en plus, il y a d'abord plutôt moins de médecins généralistes et plutôt plus de spécialistes. Pourquoi ? Parce que c'est mieux payé d'être spécialiste que d'être médecin généraliste. Pas que. Bien sûr, on fait ça aussi par appétence, mais pas que par appétence professionnelle, parfois un peu par appétence financière. Bon, donc ça c'est la première chose, donc il y a moins de médecins généralistes. Et le deuxième élément, c'est qu'il y a une répartition géographique très très inégale. Si vous regardez la carte de France, de la densité médicale, c'est bizarre, mais il y en a beaucoup près des côtes. Plus vous vous rapprochez de la mer, plus il y a de médecins, enfin on s'arrête quand même au bord de l'eau, et plus vous vous rapprochez des grandes villes riches, plus il y a de médecins, et plus vous vous éloignez de tout ça, moins il y en a. Une des explications, elle est liée au fait que dans certains endroits, en particulier les spécialistes, il y a plus de patientèle aisée, et donc ils peuvent faire des prix et des dépassements d'honoraires plus importants, donc du coup c'est plus important. Et puis aussi, il y a un lien qui est sociologique. C'est-à-dire que les médecins, ils ont des conjoints, ils ont une famille, et ils vont aller s'installer là où il y a une école, un cinéma, une piscine, et à choisir, comme ils ont la liberté du choix de leur installation, ils vont aller s'installer à un endroit où ils trouvent que c'est plus confortable de vivre, et aussi d'exercer. Donc ça suit les désertifications générales de l'offre des services publics, pas seulement les médecins, les boulangers, et ainsi de suite, qui vont s'installer là où c'est possible de vivre correctement. Donc ça explique l'inégalité de répartition des médecins qui fait que certains endroits sont de vrais déserts, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure des départs à la retraite des médecins, ils ne trouvent plus de remplaçants parce que le remplaçant, il va vouloir venir avec sa conjointe, ses enfants, et il va pas choisir cet endroit-là parce que il va en choisir un autre, c'est tout. On peut pas lui reprocher, c'est comme ça. Et donc actuellement, une des solutions qui est proposée, c'est d'inciter les médecins à aller s'installer dans ces déserts, mais qui ne sont pas que des déserts médicaux. Ce sont des déserts d'offres de services, la poste, et ainsi de suite. Donc, bien sûr, pour les inciter, il faut y aller. Et les incitations financières, souvent, ne suffisent pas, parce que même si vous gagnez de l'argent, ça ne refait pas un cinéma, ça ne refait pas une école. Et donc, bien sûr, la répartition, elle est liée aux désertifications générales, en particulier des périphéries urbaines et des campagnes. Globalement, il y a eu effectivement une baisse
du nombre de médecins formés. Donc, entre-temps, il y a eu une rectification du tir. On a fini par réaugmenter progressivement le nombre de personnes admises au concours. Et là, actuellement, on voudrait augmenter de plus en plus le nombre de personnes admises au concours. Nos chers politiques ont juste oublié un tout petit détail. C'est-à-dire que si vous doublez le nombre de médecins, il faudrait doubler le nombre de professeurs pour les enseigner. Ah oui, mais alors là, ça coûte cher. Oh là là. Et donc, en fin de compte, on forme 2 fois plus d'étudiants maintenant, mais avec plutôt moins d'enseignants. Donc le résultat n'est pas forcément des mieux, parce qu'il y a des problèmes pédagogiques en général de l'enseignement de la médecine, parce qu'il faut des enseignements magistraux, des universités, des étudiants en université, des professeurs pour s'occuper des étudiants dans les hôpitaux. Et actuellement, si ça bloque le nombre de médecins formés, c'est lié aux capacités de formation des médecins. C'est pas lié au nombre de médecins qu'on voudrait former, c'est lié au fait que les doyens, ils disent « Ah non, mais moi je peux plus, là, j'ai pas de place dans mes amphis de toute façon. Vous m'en fourguez 300, mais j'ai que 200 places dans mes amphis, c'est pas possible. » Mais évidemment, il faudrait plus d'argent. Donc le problème des déserts médicaux, il est lié donc globalement au nombre global de médecins qu'on a du mal à former. Il est lié au fait que, et ça je vous le dis mais il faut le répéter à personne, pendant plusieurs années on s'est servi des médecins étrangers, plutôt francophones, c'est plutôt, donc on s'est servi des médecins du Maghreb, des médecins venant de Roumanie et tout. Et donc beaucoup ont permis de combler des déficits, en particulier au niveau des hôpitaux. Et maintenant on arrive au bout de ce qu'on pouvait faire, c'est-à-dire que maintenant que la plupart des hôpitaux sont pris en charge par des médecins étrangers, on n'en a plus. Et donc il faut trouver un moyen de faire revenir des médecins, et c'est difficile parce qu'il faut les former, il faut les payer. C'est difficile, dont le résultat c'est que y a de plus en plus de gens qui n'ont pas accès à des médecins, en particulier généralistes, parce qu'il y a des problèmes d'accès au métier de la part des médecins. Alors François Boué, merci pour cet éclairage sur cette question des déserts médicaux. Concernant le prix de la consultation d'un médecin, vous avez parlé de médecins généralistes, de médecins spécialistes. Qu'est-ce qu'on peut dire encore une fois pour éclairer les auditrices et les auditeurs sur ces enjeux-là, qui ne comprennent pas forcément pourquoi on leur demande un dépassement d'honoraires dans certaines circonstances? Est-ce que c'est justifié en fait? Alors, un des problèmes de la médecine, entre guillemets, libérale, ce qu'on appelle médecine de ville, c'est le mode de rémunération. Les gens sont rémunérés à l'acte, c'est-à-dire au nombre de patients qu'ils voient. Plus vous voyez de patients, mieux vous êtes payé. Ce qui explique pourquoi il y a eu une augmentation des dépenses de la sécurité sociale qui, pour essayer de résoudre le problème, n'a pas voulu augmenter le prix de la consultation, pour ne pas augmenter encore les coûts généraux. Donc, le seul moyen que vous avez de vous en sortir, c'est de voir plus de patients. Ce qui n'est pas forcément le plus souhaitable, ni pour le patient, ni pour le médecin, parce que plus vous voulez en voir, vous passez de temps et moins vous faites bien votre travail. Donc il y a un effet pervers énorme du paiement à l'acte des médecins, que ce soit médecine privée, publique et ainsi de suite. Il y a un vrai problème lié au paiement à l'acte. Et ce qui est depuis très longtemps en négociation, c'est d'avoir une rémunération forfaitaire des médecins, en particulier des médecins généralistes, en fonction de leur patientèle. C'est-à-dire de rémunérer au moins une partie de la rémunération des médecins généralistes par un forfait par nombre de patients. Certains syndicats médicaux y sont partisans et d'autres moins. Et pour l'instant, ça n'a toujours pas vu le jour. Et c'est extrêmement dommage parce que ça permettrait aux médecins, au moins sur une partie de leur temps, de pouvoir travailler plus calmement, sans être obligés, pour finir leur semaine, de voir tant de patients parce que sinon, ils n'arriveraient pas à s'en sortir. Donc ça, c'est un vrai défaut du système de paiement. Alors après, derrière, on peut se faire rembourser ou payer de différentes façons. Soit on est au système de sécurité sociale forfaitaire, et donc à ce moment-là, les médecins ne se font payer que au tarif de la sécurité sociale, ce qui fait qu'il n'y a pas de surprix pour les patients, il n'y a pas de reste à charge pour les patients, c'est le cas quand même encore de beaucoup de médecins. Et puis certains, pour des raisons qui sont variables, mais qui leur permettent de gagner mieux leur vie sans avoir de patients, ils peuvent demander une rémunération complémentaire. Et après, ça peut être soit raisonnable, soit parfois moins raisonnable. Et donc effectivement, en particulier, ça c'est le cas essentiellement des spécialistes, qui peuvent demander un complément de rémunération, qui est souvent raisonnable, mais qui leur permet d'exercer leur médecine, leur métier de façon correcte, c'est-à-dire de prendre le temps de faire leur métier, parce qu'effectivement, les rémunérations données par la sécurité sociale sont très en deçà de ce qui est nécessaire. Ça, c'est clair que les médecins sont mal rémunérés à l'acte. Vous comparerez ça à n'importe quel artisanat, on est très, très, très en dessous. Donc, c'est quand même un peu dommage qu'un médecin soit moins payé qu'un mécanicien,
autant. Et donc c'est normal que les médecins demandent à être un peu mieux payés. Après, il peut y avoir dans ce qu'on appelle les dépassements d'honoraires des excès. C'est-à-dire que, et là récemment, il y a une étude qui a montré que certains spécialistes dépassaient clairement les limites du raisonnable et qu'il faudrait trouver un moyen quand même d'éviter les dérapages, c'est-à-dire à la fois pour des raisons éthiques, et puis aussi pour les patients, parce que les mutuelles peuvent parfois rembourser une partie, beaucoup les mutuelles standards, pas tout, et il peut rester un reste à charge très important pour les patients, qui vont faire qu'effectivement, ils vont peut-être venir une fois, mais pas deux, parce que c'est plus possible. Et donc ça, c'est à mon avis pas raisonnable, parce que on ne joue pas sur la santé des gens. Le rapport avec un patient est inégal, c'est-à-dire qu'un patient qui vient vous voir est forcément en situation de faiblesse, et donc exploiter cette situation de faiblesse de façon pécuniaire n'est pas tout à fait raisonnable, ni éthique. Donc il y a, disons, des choses qui sont raisonnables, d'autres qui sont plus déraisonnables, à mon avis. Donc ça, c'est une chose qu'il faudrait arriver quand même à mieux réguler, de façon à d'abord ne pas entacher la profession, et puis faire en sorte que quand même les restes à charge pour les patients restent modérés pour qu'ils puissent continuer à accéder aux soins. Sinon, il va y avoir trop de renoncements aux soins ou de sacrifices financiers pour des personnes qui sont bien obligées de se faire opérer ou d'avoir tel ou tel examen qui va leur coûter trop cher. Donc voilà un des enjeux à la fois des modalités de paiement de la sécurité sociale qui sont plus qu'imparfaits et des modalités de correction des médecins qui eux aussi sont aussi plus qu'imparfaits, avec un système qui parfois peut avoir un équilibre qui reste raisonnable et d'autres fois un effet pervers beaucoup trop important pour qu'il soit supportable. Un grand merci à vous François Bouet, professeur de médecine, pour toutes ces informations. Je précise aux auditrices et aux auditeurs que nous allons vous retrouver prochainement avec d'autres points, d'autres sujets, toujours autour de la santé et notamment de la santé publique. À bientôt et merci encore une fois pour ces éclairages. Je vous en prie. Au revoir.